Vous avez des tueurs en série potentiels, comme par exemple en Alsace le tueur du curé de Kilgersheim ou Pierre Navelot qui a décapité une de ses victimes et qui voulait offrir la tête en hommage au tueur de Seven à sa fiancée, qui ont été arrêtés après leur premier crime. Mais moi, je suis certain que ces individus récidiveront à nouveau lorsqu'ils seront libérés, s'ils sont libérés. Stéphane Bourgoin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté cette interview. On est aujourd'hui à la FNAC où vous êtes là pour présenter 2 livres. Alors, Dr Holmes, voilà, je le montre à la caméra, et The Green River Killer. Voilà, c'est les 2 qui sont édités chez French Pulp Éditions. Vous êtes écrivain. Vous êtes spécialiste mondial, je dirais, des serial killers. En 1976, vous vivez à Los Angeles et à ce moment-là, votre compagne est assassinée. Le coupable est arrêté par la police et il avoue 12 autres meurtres. Et vous, à ce moment-là, vous êtes en fait en contact avec forcément les officiers chargés de l'enquête et en contact très proche, ils vous tiennent au courant de l'enquête. Et à ce moment-là, vous vous intéressez vraiment aux serial killers. C'est par la police que vous passez, c'est-à-dire que vous vous intéressez aux affaires en fait de serial killers. Oui, parce que au moment où l'assassin est arrêté, je suis retourné en France, mais j'étais en contact tous les mois avec les enquêteurs qui me tenaient au courant de tous les développements des investigations. Puis 2 ans après les faits, il m'annonce que l'assassin est arrêté, qu'il est passé aux aveux et qu'il a avoué en tout une 12aine de meurtres. Et à cette époque-là, 78, le terme serial killer n'est pas encore inventé, ni même le concept. En tant que partie civile, j'ai accès aux aveux du tueur. Qui m'apparaissent comme des crimes sans mobile apparent. Je veux en savoir plus. Il n'y a aucune étude en profondeur sur ce genre de criminels qu'on qualifie à l'époque de tueurs fous ou de tueurs de masse, chose qui ne sont pas. On comprend très bien qu'un Patrick Salamé, le Jacques l'Éventreur marseillais, n'a rien à voir avec un Anders Breivik qui va tuer un grand nombre de victimes en un laps de temps très très court. De même, le terme sera inventé un peu plus tard par des agents du FBI et ces meurtriers en série ne sont absolument pas fous. Dans plus de 98% des cas, ils sont reconnus comme totalement responsables de leurs actes. Alors j'ai voulu en savoir plus sur ce type de meurtrier multirécidiviste. Et à ma grande surprise, il n'y a aucune étude, aucun bouquin sur le sujet. Donc je me dis, il faut que j'en sache plus, comme une certaine forme de catharsis. Et comme je ne trouve rien, je demande aux policiers qui ont mené les investigations s'ils ne peuvent pas me fournir des dossiers sur d'autres affaires similaires qu'ils ont traitées. Et ils me proposent, si je le souhaite, de me mettre le pied à l'étrier et de m'obtenir les autorisations pour rencontrer mes premiers serial killers. Et ça date de 1979, donc exactement il y a 40 ans. Et depuis, j'ai interrogé 77 tueurs et tueuses en série à travers le monde. Vous travaillez même avec le FBI avec Scotland Yard, avec la gendarmerie nationale, avec la police sud-africaine, etc. Je parle de Quantico parce que c'est vraiment très connu de tous les amateurs de polar. Vous rencontrez donc, comme vous l'avez dit, 77 serial killers à travers le monde. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous essayez de comprendre ce qui les sépare du reste de l'humanité ou au contraire, finalement, ce qui fait d'eux des humains alors que tous les désignent comme des monstres? Alors moi, je ne les qualifie pas de monstres parce que si je les qualifie de monstres, je les mets en quelque sorte sur un piédestal. Pour moi, ça reste malgré tout des êtres humains, mais qui commettent des actes monstrueux et odieux.
Et tous, l'expérience me l'a démontré, de ces entretiens sont très très différents les uns des autres. C'est-à-dire que vous n'avez pas un copier-coller, vous avez des individus totalement différents. Et je me suis occupé de former les officiers de gendarmerie depuis un peu plus de 13 ans. J'ai arrêté de le faire maintenant. À l'école de la gendarmerie nationale à Fontainebleau, au Centre national de formation de police judiciaire, à l'école de la magistrature, à l'école de l'administration pénitentiaire, parce que c'est des crimes qui apparaissent au premier abord comme des crimes totalement gratuits. Or, ils ne le sont pas. Et le mobile, par contre, il faut le chercher au cœur de la tête des tueurs en série, au cœur de les fantasmes. Et pour comprendre ce qui se passe dans leur tête, il faut les rencontrer. Et à moi d'essayer de comprendre le passage à l'acte. Quelquefois, j'interviens aussi en amont d'enquête pour débloquer des situations, parce que les policiers me demandent, alors que je suis ni gendarme, ni policier, ni magistrat, donc ça s'effectue hors procédure, de débloquer des situations. C'est-à-dire de devenir leur confident, entre guillemets, leur ami, pour qu'ils m'avouent leurs crimes. D'accord. Et moi, j'ai le luxe, comme je ne suis pas limité par des horaires de garde à vue, comme les officiers de police judiciaire, je peux interroger, par exemple, un même tueur en série pendant 100, 200 ou 300 heures. Ce qui arrive d'ailleurs. Avant d'ailleurs d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait rappeler, donner une définition de ce qu'est un serial killer ? Vous avez commencé à évoquer ce qu'ils ne sont pas, ce n'est pas les tueurs de masse. Ça n'existe pas dans le code pénal français, mais d'après la définition du FBI, c'est au moins 3 meurtres avec un intervalle de temps entre chacun des crimes et au moins, moi j'y ajouterais un mobile d'ordre psychologique. Mais vous pouvez avoir des motivations mixtes, comme Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, ou Landru au sortir de la Première Guerre mondiale, qui peuvent avoir un mobile crapuleux et en même temps un mobile d'ordre psychologique ou animé par des pulsions sexuelles. Ce qui m'interpelle, c'est que si la définition du serial killer, en tout cas telle que l'entend le FBI, c'est-à-dire qu'il y a une définition plus ou moins officielle, donne un nombre de crimes, j'imagine qu'en fait, il doit y avoir tout un tas de serial killers qui se sont fait arrêter après leur premier crime, qui doivent être des serial killers en puissance, mais qui ne sont pas reconnus comme tels parce qu'ils ont fait 1 ou 2 crimes seulement, si j'ose dire. Oui, tout à fait, parce que lorsqu'ils commettent leur premier crime, ils n'ont pas forcément confiance en eux et ils prennent quelquefois pas les mêmes précautions que lorsqu'ils ont tué 5 ou 10 fois. Donc vous avez des tueurs en série potentiels, comme par exemple en Alsace le tueur du curé de Kilgersheim ou Pierre Navelot, qui a décapité une de ses victimes et qui voulait offrir la tête en hommage au tueur de Seven à sa fiancée, qui ont été arrêtés après leur premier crime. Mais moi, je suis certain que ces individus récidiveront à nouveau lorsqu'ils seront libérés, s'ils sont libérés. À l'inverse, et alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez... 49 assassinats avoués pour... le Green River Killer. Dr Holmes, je sais plus, il y a le chiffre aussi sur la 4e de couvre. Alors, il en a avoué 27. Ouais, 27, c'est ça, il avoue 27. Mais on suppose qu'il a tué entre 100 et 200 victimes. Ouais. Comment il est possible... Alors, il y en a d'autres, des connus, des Américains. Il y a Schaeffer, qui a aussi... il y en a dans tous les pays du monde. Cinquantaine de victimes. En France, depuis 1999... on a arrêté, identifié, jugé ou mis en examen un peu plus de 150 cas différents de tueurs et tueuses en série. Ouais. Ce qui fait quand même beaucoup pour un pays comme le nôtre. Comment est-ce qu'on peut arriver à un tel nombre de crimes ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait forcément un dysfonctionnement de la justice à un moment pour arriver à perpétrer 49 crimes, enfin une cinquantaine de crimes,
sans se faire prendre. C'est quand même incroyable. À l'époque, quand Gary Ridgway, le Green River Killer, assassine ses victimes entre 1982 et 2001, il n'y a pas encore les fichiers d'empreintes génétiques. Il se fait prendre grâce au progrès de l'ADN, justement. De la même manière, par exemple, à Michel Fourniret, qui commet ses premières agressions sexuelles en 1966, est arrêté en 2003. Mais je pense que Michel Fourniret, s'il commençait sa série criminelle à l'heure actuelle, serait arrêté au bout d'un an à peine, avec les progrès de la police technique et scientifique, l'utilisation aussi de l'outil psychologique avec les fameux profilers et les bases de données informatiques. En France, on a le Salvac, qui est commun à la police et à la gendarmerie, qui permet de rapprocher des crimes qui étaient isolés par le passé. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas à partir du moment où la police a amélioré ses techniques qu'on peut commencer à parler de serial killer et qu'on a commencé, parce que c'est quoi, c'est à peu près au début du XXe siècle. Si je parle de Landru, oui, mais vous en avez beaucoup. Il y a eu Gilles de Rais qui a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc, qui est un tueur pédophile et sataniste. Il y a eu des tueurs totalement oubliés au XIXe siècle, Papavoine, Martin Dumollard, le tueur de Bonne dans la région lyonnaise. Il y a eu des tueurs plus connus comme Joseph Vacher, qui est joué dans le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin, avec Galabru et Philippe Noiret. Donc ça a toujours existé. Ouais. Mais peut-être on ne reliait pas les crimes qui pouvaient paraître isolés par le passé. Est-ce que votre intérêt pour les tueurs en série relève pas quelque part un peu de la fascination morbide ? Non, absolument pas, parce que je suis pas du tout fasciné par ce genre d'individu. Je n'ai jamais voulu rencontrer un seul de ces tueurs en série. Par contre, je reconnais que je suis passionné par ce que je fais. J'anime une page Facebook où je publie tous les jours 15 à 20 articles. J'ai écrit maintenant une 60aine d'ouvrages, fait une centaine de reportages pour la télé. Je lance à partir de mars 2020 une collection de 30 BD chez Glénat, dont les 2 premiers albums vont être consacrés à Ted Bundy, Michel Fourniret. J'écris en ce moment même une série télé de fiction pour une des grandes chaînes historiques de la télévision qui devrait s'appeler Serial Hunter et qui est basée sur ma vie et mes enquêtes, qui devrait voir le jour en 2023. Plus aussi prochainement, je pense, plusieurs séries documentaires aussi pour Netflix et d'autres chaînes de télévision comme France 2. Je vais me retourner la question. Vous pensez que c'est dû à quoi l'intérêt du public en fait pour les serial killers ? Et vous parliez de Seven tout à l'heure. En effet, c'est-à-dire toute la fiction, toute l'œuvre documentaire, tous les reportages, tous les magazines de télé, les livres qui y sont consacrés, ça montre que vraiment le public a un intérêt réel pour ça. C'est dû à quoi, à votre avis ? Ça dit quoi de la psychologie des gens, en fait ? Alors, mon public, aussi bien sur Facebook que lors de mes conférences ou des séances de dédicaces comme aujourd'hui à la FNAC, est essentiellement féminin, à plus de 80%, ce qui m'a toujours surpris. Et c'est vrai que sur, par exemple, ma page Facebook, j'ai au minimum les jours les plus faibles, 45 000 visiteurs différents tous les jours. Et quand il y a des grosses actualités comme Nordal Lelandais ou ce supposé tueur en série médecin anesthésiste à Besançon, ça tourne autour de 200 000 visiteurs quotidiens. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que toutes les chaînes de télévision, câblées ou hertziennes, ont leur émission sur les faits divers. Évidemment. Alors, pourquoi
et notamment un public féminin, parce que les femmes sont plus souvent victimes. Elles s'intéressent aussi plus souvent à la psychologie que les hommes. Et puis, il y a une partie, heureusement, très faible qui sont dangereusement fascinés par les tueurs en série. Alors, moi, interroger les tueurs en série ne me pose strictement aucun problème, parce que j'arrive à le gérer, à me protéger. Par contre, les fans un peu extrêmes me posent beaucoup plus de problèmes. En ce moment, c'est plutôt calme. J'en ai que 4 qui me harcèlent et qui me menacent de mort, etc., quoi. Ah, mais vous êtes quand même harcelé, menacé? Oui, y compris ma compagne qui est menacée de mort par certain nombre d'entre elles. Je vais revenir un petit peu sur les entretiens que vous faites donc avec ces tueurs en série. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous pensez que c'est pour quelle raison qu'ils acceptent de vous parler? Alors, il y a 3 raisons principales. Certains n'ont pas eu de visite de leurs proches ou autres depuis 10-15 ans. Donc, c'est une certaine forme de distraction pour eux de me rencontrer. Ensuite, ils sont assez curieux de savoir pourquoi un Français est prêt à franchir les océans. J'en ai interrogé au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout dans le monde. Pour d'autres, même s'ils sont condamnés à la peine de mort ou à une réelle perpétuité, ils veulent me démontrer lors de ces entretiens que c'est eux qui restent maîtres de la situation, qui veulent me montrer leur désir de toute puissance, de manipulation. Et troisième raison, pour ceux qui sont animés par des pulsions sexuelles, le fait de me raconter leurs propres crimes dans les moindres détails, ça engendre une forte excitation sexuelle pour eux. Quels sont les traits communs que vous avez réussi à déceler? Alors d'abord, justement, il n'y a aucun trait commun, sauf peut-être l'absence totale de remords. Pour eux, les victimes sont totalement chosifiées, dépersonnalisées. C'est le manque d'empathie, en fait. Oui, total. Ce sont des psychopathes dans 98% des cas. Et dans 9 cas sur 10, ils sont issus de familles très dysfonctionnelles. Abandons parentaux, généralement absence de figure paternelle, problèmes d'alcoolisme, de drogue au sein de la cellule familiale. Ils ont été abusés psychologiquement, sexuellement ou physiquement par leurs proches ou leurs parents. Mais inversement, vous avez des dizaines de milliers d'enfants abusés, abandonnés, qui ne choisissent pas de devenir des délinquants et encore moins des meurtriers ou des tueurs. Non, n'est pas vrai, évidemment. Oui.